Bonjour et bienvenue à tous dans ce second numéro des entretiens criminaux. Aujourd'hui, nous accueillons notre second invité. Il s'agit de Trajan Thomas, un jeune candidat au doctorat de criminologie. Bonjour Trajan, tu es prêt pour ce second numéro des entretiens criminaux? Oui. Donc, tu connais un petit peu maintenant le principe de l'émission. Nous allons commencer dans un premier temps par te présenter, puis tu vas nous parler de ta recherche et finalement on va aller sur une petite session d'échange. Parfait, ça marche. Prêt à débuter? Oui. Alors, tout d'abord, peux-tu nous donner ton nom, ton prénom et ton âge? Trajan Thomas et j'ai 25 ans. Parfait. Ta nationalité et les langues que tu parles? Je suis canadien, mais je parle français, anglais et roumain. Donc, canadien d'origine roumaine. Oh, d'accord, donc ça explique les langues. Ouais. Ton grade et ton poste actuel? Donc, j'ai fini ma maîtrise en criminologie à l'Université de Montréal et en ce moment, je prends une vacance jusqu'à mon enrôlement aux Forces armées canadiennes. Génial, tu vas revenir un petit peu plus tard sur ce sujet, il me Ouais, semble. ouais. Parfait. Ta spécialisation? Je m'oriente vers les questions de cybersécurité et de cybercriminalité. Très bien. Et est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer pourquoi la criminologie? Oui, bien entendu. En fait, c'est une longue histoire. Ça a débuté très tôt dans mon parcours scolaire, cette idée-là d'aller vers la criminologie. Au secondaire, en fait. Par contre, je dois avouer que, en tant qu'adolescent, j'avais une idée un peu naïve de c'était quoi la criminologie. Là, donc, Comme la majorité d'entre nous, je pense. mais en tout cas. Donc, mais au moins, ça m'a inspiré d'en savoir, d'en connaître plus sur la pensée criminelle. Puis c'est ça qui m'a inspiré d'aller dans le cégep sciences humaines. Ensuite, j'ai fait un baccalauréat en psychologie et en sociologie. Ça m'a servi de tremplin ensuite, justement, pour aller vers la criminologie à l'Université de Montréal, pour un programme de maîtrise. Puis, c'est sûr que durant justement mon parcours post-secondaire, j'ai un peu maturé. J'essaie de. Ça consiste en quoi la criminologie, là, que ça représente. Donc, durant mon bac, en fait, dans le cadre de mon programme de sociologie, j'ai eu certains cours en criminologie, certains séminaires, et c'est là que vraiment j'ai appris toutes les figures statistiques, la criminalité, les théories conventionnelles, comme la théorie des activités routinières, puis aussi juste l'aspect recherche en tant que tel, plus généralement. Et c'est vraiment là que j'ai eu un petit déclic. J'ai dit, je pense que je vais faire un parcours en recherche. Donc, une carrière de chercheur en criminologie, c'est là que ça a cliqué. Puis, plus spécifiquement, vers ma dernière année de bac, c'était la cybercriminologie, donc cybersécurité, cybercriminalité. Qu'est-ce qui m'a vraiment inspiré à adopter ce chemin-là, je dirais, c'était le fait que j'apprenais toutes ces théories criminologiques comme durant mes séminaires. Puis, toutes ces théories, la plupart de ces théories-là datent quand même d'une autre époque, là, avant l'ère numérique, on va dire. Puis, il y a beaucoup de chercheurs, justement, aujourd'hui, ils tentent d'appliquer ces théories-là dans le monde virtuel, parce que, comme on le sait peut-être, la cybercriminalité, c'est un enjeu qui est devenu très répandu aujourd'hui dans notre société. Donc, j'ai trouvé que ce serait intéressant de voir si que ces vieilles théories-là pourraient être appliquées justement dans le contexte de notre société actuelle. Et donc, c'est ça pour la criminologie, c'est pour ça que je Parfait, merci. Et du coup, je rebondis sur le sujet. Tout ce qui touche au cyber, ça t'intéresse énormément et il me semble notamment que tu as fait ton projet de mémoire sur cette thématique. Peux-tu un petit peu nous en dire plus en 5 minutes? Oui, bien entendu. Donc, une petite mise en contexte, mais les brèches de données, c'est quelque chose que justement on entend de parler de plus en plus dans les nouvelles. On entend parler de tout plein de méga brèches, soit ici ou n'importe où aux États-Unis, au monde par exemple. Mais c'est pas les brèches en tant que telles. Le problème, c'est plus la fraude à l'identité, c'est les préjudices qui viennent par la suite, donc qui pourraient venir justement causer des préjudices économiques pour les victimes, mais aussi émotionnels et physiques. Donc, ça va plus loin là, que juste l'argent. Et c'est devenu une préoccupation tellement populaire chez le public général qu'il y a justement il y a plusieurs pays industrialisés, dont le Canada, qui ont mis en place des lois qui vont obliger les entreprises à déclarer les brèches de données sous certains critères. Et pour
venir, entre autres, inciter, un peu sensibiliser le public sur justement leur victimisation et aussi les inciter à prendre les mesures de protection nécessaires pour se protéger justement de la fraude à l'identité. Par contre, la recherche montre que le public ne prend pas trop de mesures. En fait, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il relègue cette responsabilité-là aux entreprises qui hébergent justement leurs données, parce que selon le public, en fait, c'est vous qui êtes responsable de nos données, donc c'est vous qui devez justement protéger nos identités, par exemple. Donc, qu'est-ce que ça donne, c'est que les entreprises qui échouent de prévenir les vols de données, en fait, risquent d'avoir des dégâts plus réputationnels. Hein. Donc, les gens vont responsabiliser les entreprises, mais ils peuvent aussi aller jusqu'à plus recommander les services à leur pairs, justement, au moins réduire ou complètement juste cesser de fréquenter l'entreprise, jusqu'à même faire une poursuite, là, les poursuivre. Donc, ça, c'est un aspect des brèches de données. C'est sûr que la pérennité des dégâts réputationnels à la suite d'un vol de données, d'une brèche de données, c'est encore contesté. Il y en a qui disent que, ah non, c'est passager, là, donc l'entreprise va s'en remettre assez rapidement. Mais il y en a d'autres qui disent que, ah non, ça devient une menace existentielle pour l'entreprise même. Et ce qui semble, on dirait, c'est que c'est pas justement le vol de données en soi qui pourrait causer problème pour l'entreprise, c'est plus la façon dont elle est gérée par la suite, donc la brèche de données en tant que telle. Et c'est là que vient le concept central de mon projet de mémoire, la cyber-résilience. Hein. Donc, la cyber-résilience, en fait, c'est un concept qui est émergent là, en cybersécurité, qui un peu sa philosophie, je dirais, c'est de dire que en fait, les incidents de cybersécurité sont inévitables. Hein. On peut pas prévenir à 100% des incidents de cybersécurité. Donc, oui, c'est bien de prévenir, mais il faut aussi être capable de limiter les dégâts et d'essayer de les surmonter par la suite. Et en ce qui a trait justement avec les dégâts réputationnels, plus réputationnels des vols de données, c'est de justement essayer de limiter, de surmonter la réaction négative du public qui pourrait survenir après un vol de données. Donc, l'objectif principal de mon projet de mémoire, c'était de déterminer l'impact d'une posture de cyber-résilience sur la réaction du public après un vol de données. Et comment j'ai approché cet objectif-là? En fait, j'ai utilisé une démarche plus expérimentale là, à la base de vignettes de cas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'était que c'était une espèce de scénario avec une entreprise fictive. D'accord. Okay, donc, soit il y avait une forte posture de cyber-résilience. Donc, là, dans ce cas-là, selon la revue littérature, c'est avoir une très bonne communication de crise, avoir en place des mesures de contrôle de base. Là. Donc, selon la littérature, ça, ça en vaut qu'est-ce que tu as besoin pour essayer de limiter les dégâts réputationnels après un incident. Et donc, j'ai mis ça dans le scénario en tant que tel. Donc, soit l'entreprise avait toutes les mesures nécessaires en place, soit il les avait pas. Donc, elle les avait pas. Donc, ensuite, j'ai donné ces vignettes de cas-là aux participants. Donc, c'était des étudiants de justement l'UDM, l'UQAM, l'UQTR et l'Université Laval. Et je pense que j'avais un échantillon de 664 personnes. Okay. Ouais, donc, il fallait qu'ils lisent, les participants fallait lire le scénario et ensuite dire ce serait quoi leur intention en comportemental en tant que client pour cette entreprise-là et aussi juste leurs attitudes générales. Puis en fait, les résultats principaux montrent que justement une bonne posture de cyber-résilience va limiter les attitudes négatives envers l'entreprise et favoriser justement les intentions comportementales positives. Donc, moins de personnes qui vont dire, par exemple, qui vont cesser de fréquenter l'entreprise, etc. Et aussi, il y a une association entre les attitudes négatives et les intentions comportementales. Donc, ça, c'était une façon, pour le mémoire, de dire que finalement, oui, les dégâts réputationnels ont une implication économique pour l'entreprise. Donc,
Donc, c'est ça. Donc, les limites, je dirais, de ce projet de mémoire-là, c'était surtout le fait que, comme j'ai dit, c'est une expérience. Donc, c'est nécessairement dans un milieu artificiel. C'est la vraie vie, il y a beaucoup de facteurs. Une entreprise, parce que dans mon scénario, c'était très dichotomique, là, mais une entreprise, réalistiquement, ne va pas suivre toutes les meilleures pratiques de cyber-résilience étape par étape. Là. Puis, même que des fois, on se demande, mais on a des géants, là, des géants dans le secteur privé. Puis, là, on se demande, est-ce que vraiment, peu importe ce qui se passe, est-ce que les gens vont continuer à le fréquenter, je pense. Hein? Donc, sûrement. Sûrement, oui. Donc, ça, c'est une des limites. Deuxième limite, c'est le fait que c'était pas une étude longitudinale. Donc, encore une fois, j'ai déterminé qu'il y avait une réaction négative du public. Mais pour combien de temps ça va durer? Est-ce que les gens vont dire, j'arrête de fréquenter l'entreprise, mais peut-être dans 2 mois, ils vont revenir. Hein. Puis justement, c'est une autre affaire, c'est que mon projet, justement, ça traite des intentions comportementales, pas des vrais comportements. Donc, même là, il y a une espèce de... Est-ce que, juste dire, si tu dis que non, j'arrête de fréquenter, mais veux-tu vraiment le faire? Hein? Donc, ça, je pense, c'est mes limites principales. Par contre, malgré cela, ça a quand même contribué à beaucoup de choses, moi, mon projet. Premièrement, la cyber-résilience, là, c'était rester dans une espèce de force conceptuelle là, pour un bon bout. Là. Donc, ça vient amener une espèce d'appui empirique de c'est quoi la cyber-résilience. Et ça vient aussi, mon projet vient aussi juste traiter plus la victimologie des entreprises, qui est un sous-domaine assez niche en criminologie. Puis finalement, je pense que ça viendra encourager d'autres chercheurs à explorer plus loin d'autres mesures de cyber-résilience qui n'ont pas tout à fait, qui sont pas tout à fait sur la réputation en tant que telle, parce qu'un incident de cybersécurité, ça va causer d'autres chocs économiques, psychologiques, sociaux, physiques. Moi, j'ai traité sur la réputation, mais d'autres chercheurs peuvent ensuite explorer d'autres pistes. Nous allons maintenant pouvoir débuter notre session d'échange. Alors, dans un premier temps, on va un petit peu revenir sur ton mémoire. Ensuite, on va un petit peu plus aller regarder du côté de ton CV et on va finir par des questions un petit peu plus personnelles. D'accord, ça marche. Parfait. Alors, j'ai vu que tu avais été encadré par les enseignants-chercheurs David Descaries, Etu et Benoît Dupont. Donc, je suppose que tu les as choisis pour leur connaissance dans le domaine de tout ce qui est trait à la cybersécurité et à la cybercriminalité. Peux-tu un petit peu plus nous parler de la manière dont vous avez collaboré? Oui, donc tout à fait, oui, tu as raison. Ils ont bien su justement me guider durant ma rédaction. Et aussi, le projet se faisait dans le cadre du labo de Benoît, donc c'est pour ça aussi qu'il co-dirigeait. Donc voilà. Et oui, donc la collaboration, en fait, je pense que ça s'est très bien passé. Je suis quelqu'un de très autonome, je dirais. Donc les deadlines, c'est plutôt moi qui les faisais. Puis je dois avouer que même mes deadlines sont très serrés. Et c'est juste mon rythme de travail qui est de même. Mais bon, avec David et Benoît, je les envoyais des courriels sans me gêner, là, donc pour des questions sur divers thématiques là, de mon projet de mémoire. Je les envoyais aussi des sections là, pour qu'ils justement me fournissent leurs commentaires. Puis j'intégrais leurs commentaires et tout allait bien. En fait, c'était très bien avoir une co-direction, je pense, justement, avant le dépôt initial, parce que qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé mon projet à David une fois, m'a donné ses commentaires, je les ai intégrés, après j'ai envoyé ensuite à Benoît, et après il me les a envoyés avec ses commentaires, je les ai intégrés, puis voilà, j'ai fait le dépôt. C'était un travail très complet, là, après. Donc, je pense que la collaboration, c'était excellent. Donc, ouais, puis justement, ils m'ont permis justement d'être très autonome. C'est quelque chose que c'est mon style de travail. C'est ton style de travail. Ouais. Mais c'est bien, tu as pu avoir un double regard critique sur tes travaux de recherche. Et puis, du coup, il y a eu une bonne réaction aussi, le fait qu'il soit doublement encadré. Je pense que c'était un avantage pour toi. Ouais. Parfait. Hop, ensuite, on va pouvoir directement repasser un petit peu sur ton CV. Je pense que tu as fait le tour concernant un petit peu ta recherche déjà. En regardant de plus près ton CV, j'ai pu remarquer que tu avais été auxiliaire de recherche pour
Seren Risque pendant 2 mois. Puis tu as été chercheur pendant 3 mois dans le mouvement Desjardins. Est-ce que tu peux un petit peu plus nous en dire plus? Oui, donc Seren Risque, je pense, c'était mon premier vrai job en recherche. Et en plus de ça, c'était en cybercriminologie, donc ça c'est bien passé. Hein? Donc, mes responsabilités, en fait, c'était un projet de recherche sur la cybersécurité au sein des PME dans le secteur des arts médiatiques indépendants. Et moi, en fait, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse chaque semaine? J'avais comme certains cours, déjà plusieurs thématiques à couvrir. Là. Soit c'était sur la culture de cybersécurité des PME ou les processus d'authentification, etc. Je faisais des cours de revue littérature. Et ensuite, vers la fin de mon contrat, en fait, tous mes textes, en plus des contributions de mes autres collègues, des autres membres de l'équipe, ont été combinés ensemble pour faire une espèce de rapport de connaissances en cybersécurité. Donc, je pense que c'était une très bonne expérience. Déjà, c'était ma première expérience dans le domaine. Et donc, ça, c'était très bien apprécié. Puis, en plus de ça, justement, je pense que ça m'a permis d'être très bon à synthétiser, à faire des revues de littérature, à synthétiser des masses de connaissances dans un format concis. Puis, aussi, ça a permis de déboucher d'autres opportunités, donc justement, dont Desjardins. Hein. Donc, ensuite, je suis allé chez Desjardins, c'était pour un autre projet de recherche. Cette fois-ci, c'était sur la prévention, la détection et la réponse à la compromission des identités des clients et des employés au sein des institutions financières. C'est long titre, très long titre. Puis, encore une fois, c'était une très bonne expérience. Encore une fois, j'étais très autonome. J'apprécie toujours ça. Puis, qu'est-ce que ce qu'il fallait faire, c'est comme méthodologie, en fait, je faisais des entrevues, 9 entrevues semi-dirigées avec des experts en cybersécurité qui sont issus du milieu. En plus de ça, analyser la documentation sur les mesures de cybersécurité empruntées par Desjardins. Et ça s'est très bien déroulé. J'ai fait un rapport final, j'ai soumis. Ça s'est bien passé. Et je pense que c'était comme acquis. Ça m'a vraiment permis de sortir, je pense, hors de ma zone de confort. Parce que moi, je suis une personne qui est très plus quantitatif. Là, donc, c'était plus qualitatif là, comme projet. Là. Donc, ça t'a permis d'avoir une autre facette de la recherche aussi. Ouais, une autre facette, ouais. Puis c'était aussi la première fois que j'ai présenté une conférence parce qu'à un moment donné, durant mon séjour, Desjardins ont organisé une conférence. Il y avait comme une centaine d'employés, plus les membres du labo de Benoît là, qui étaient invités. Et j'ai présenté qu'est-ce que je faisais dans leur organisation. Donc une bonne première. C'est une bonne première. D'ailleurs, du coup, durant ta maîtrise, j'ai pu constater que tu avais eu plusieurs bourses et que tu avais publié différentes choses aussi, puis tu avais participé à plusieurs conférences. Comment tu as pu gérer un petit peu tous ces aspects de ta vie? Parce que du coup, on participe à des conférences, on concourt pour des bourses, et puis on a les cours, et puis on est dans sa recherche. Finalement, comment ça s'est passé pour toi, tout ça? Ouais, donc encore une fois, j'ai pas vraiment de recette magique avec ça. C'est vraiment mon rythme de travail qui est très accéléré. Puis c'est un rythme de travail qui est très accéléré, mais en même temps, j'ai jamais eu besoin de sacrifier, par exemple, mon sommeil. C'est juste ma gestion de temps, je pense, qui est très bonne. C'est sûr que il y a certains sacrifices. Il y a rien qui est parfait, là. Et donc, je pense que j'ai négligé certains aspects de ma vie personnelle. C'est pour ça, justement, que je prends une vacance, là. Je pense que tu sais, je sais que les gens, ils aiment ça blaguer. Ça m'est arrivé des fois, les gens disent que je suis une machine au lieu d'un humain, juste à cause de la façon que je travaille, mais genre, je suis un humain, c'est pour ça que je suis en vacances en ce moment. Après ma maîtrise, j'ai décidé que j'ai besoin d'une pause. Là. Du moins, jusqu'à ce que je m'enrôle dans l'armée. Nous reviendrons justement par la suite sur la question de ton enrôlement dans l'armée. Durant ta seconde année de maîtrise, tu as été rédacteur de notes de synthèse pour chaire de recherche en prévention de la cybercriminalité. Durant 1 an et 5 mois quand même. Cela en plus t'a valu une bourse, si je me trompe. Peux-tu nous en dire plus? Oui, donc en fait, la bourse, je l'ai reçue pour justement
consacré mon projet de mémoire sur le thème de la cyber-résilience. Je pense que je l'avais reçu en 2019, automne 2019. Oui. Donc, mais en tant que boursier, justement, il y avait d'autres responsabilités, dont celle de, justement, rédiger des notes de synthèse. Donc, ça consistait, en fait, de vulgariser plusieurs divers enjeux de cybersécurité pour le milieu professionnel. Donc, c'était vraiment une façon de prendre tout ce qu'il y avait dans la littérature, surtout en sciences humaines, parce que souvent, dans le secteur privé, les gens ne connaissent pas trop les théories en sciences humaines. Et ensuite, les appliquer justement dans un enjeu de cybersécurité sous un format qui est très concis. Là. Donc, et on a publié ça, puis c'était tout le monde, le public au large pouvait lire ça aussi. Donc, les thèmes que je couvrais, c'était, je pense, le bourrage identifiant, le credential stuffing, les tentatives de découverte du mot de passe et les systèmes de détection des intrusions. Et justement, ces notes de synthèse-là, aussi, on les présentait justement dans des conférences, encore une fois, organisées par Desjardins. Et justement, on pouvait communiquer, moi et d'autres collègues, c'est des informations qu'on a recueillies puis ensuite écrites sur justement des professionnels de cybersécurité. Donc un sacré travail. La collecte, l'analyse, la synthèse et puis la présentation derrière. En effet, oui. C'est quelque chose de très complet, je suppose, qui est très intéressant quand on se dirige dans un domaine de recherche, malgré tout. Oui, encore une fois, la revue littérature, ça permet de raffiner toujours les compétences d'écrire des revues littérature. Complètement. Tu nous as un petit peu parlé de ton parcours de manière plus globale au tout début. Est-ce que tu pourrais revenir sur les temps forts de ton parcours? Ouais, ben je pense que le point tournant, c'était vraiment gagner la bourse pour le labo de Benoît. Je pense que ça m'a donné une espèce de stabilité financière. Déjà là, mais ça a aussi débloqué justement d'autres opportunités, d'autres contacts professionnels. Et encore une fois, j'ai utilisé toutes ces expériences-là, pour venir bonifier mon dossier pour justement quand j'ai appliqué pour les Forces armées canadiennes. Donc, même aujourd'hui, c'est toujours utile. Hein, ça a toujours été utile. Et justement, le recrutement a vu mon expérience et c'est pour ça qu'ils m'ont identifié d'être formé en cybersécurité, du côté plus technique en fait. Bien sûr. Je trouvais ça très intéressant comme opportunité. En fait. Donc, être boursier, ça ouvre des opportunités qu'on ne penserait pas finalement aussi. Ouais, c'est pas que une bourse. Donc, c'est intéressant. Justement, on va aller sur les questions un petit peu plus personnelles. Et puis, j'aimerais aujourd'hui que tu nous expliques comment toi, en tant que chercheur, tu te positionnes. Je pense que mon parcours en tant que chercheur n'a pas changé terriblement. Comme je l'ai mentionné plus tôt, c'était durant le bac que j'ai décidé, tu sais quoi, je vais aller en recherche en criminologie. Je pense pas que ça a trop changé. C'est sûr que je me suis laissé, je pense, une porte ouverte cette année avec les forces armées. Là. Mais en même temps, je continue à mon doctorat, là, je continue à faire de la recherche. Puis honnêtement, j'aime vraiment la recherche. Quoi. Et en fait, l'idéal, ce serait que durant mon service militaire, si je collabore avec le collège militaire du Canada, ce serait excellent. Là. Je ne sais pas qu'est-ce que l'avenir va me réserver dans ce point-là. Mais voilà, donc en tant que chercheur, je pense que ça va toujours. Là. C'est toujours là. C'est pas disparu. Parfait. Et du coup, qu'est-ce que la criminologie pour toi finalement? Oui, donc la criminologie, pour moi, c'est une science qui permet de faire la rupture avec beaucoup de mes connaissances en lien avec la criminalité. Parce que comme on peut le savoir, surtout les gens qui étudient en criminologie, la réaction sociale du crime peut être parfois très démesurée. Et la criminologie est vraiment ici pour comment dire, prendre du recul, puis d'aller plus loin que juste offrir des solutions qui pourraient punir juste pour satisfaire une espèce de soif de vengeance. Donc, vraiment, amener des interventions qui pourraient amener des changements sociaux positifs, en fait. Donc, pour moi, c'est ça la criminologie. Alors, j'allais te demander ce que nous pouvions te souhaiter pour la suite, mais il me semble que tu l'as un petit peu abordé au travers de ton enrôlement. Peux-tu nous en dire plus? Oui, donc je pense qu'un de mes plus gros
mes plus grosses décisions de ma vie, ça a été de m'enrôler dans les Forces armées canadiennes. C'était pas un choix spontané. J'y ai pensé pour plusieurs mois. Et à un moment donné, j'ai décidé que je me y lancer là. Je pense que le côté discipline de l'armée m'attire beaucoup. Comme j'ai dit, j'ai quand même un rythme de travail très accéléré. Je suis très autonome. Puis je pense que je suis très discipliné au niveau mental et physique. Je pense que justement, je m'aligne bien avec les exigences de l'armée en tant que telle. Sinon, j'ai appliqué pour un poste d'officier. Les officiers, c'est plus managérial, leadership. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'attire. Je pense que ça me serait très utile pour plus tard. Surtout, par exemple, si je continue, comme j'ai dit, en parcours de chercheur, à un moment donné, peut-être que je vais gérer une équipe de recherche. Donc, ça va être très utile, en fait, d'être un officier comme expérience. Puis le poste en particulier aussi m'intéresse beaucoup parce que, comme je l'ai dit, le recrutement m'a dit que je serais identifié d'être formé en cybersécurité au côté technique. Donc déjà, j'ai un côté qui est plus sciences humaines, là, théorique. Et je pense que ça va être très polyvalent. Je vais avoir le côté informatique avec le côté sciences humaines. Je pense que ça va me donner une très bonne perspective pour plus tard si je continue justement en recherche en cybercriminologie. Donc voilà. Du coup, si je comprends bien, ça va être l'armée, ça va être la recherche. Donc finalement, ce qu'on peut te souhaiter, c'est aussi d'avoir un petit peu de temps pour toi. Oui, en effet. Je pense que ça va être très exigeant. Hein. Ça va être très exigeant, mais stimulant. C'est ça l'affaire. Exactement. D'ailleurs, on va pouvoir annoncer le mot de la fin. Aurais-tu un conseil pour les étudiants en criminologie ou un message que tu souhaiterais faire passer pour les acteurs de la communauté de la criminologie? Ben, je pense que ce conseil s'adresse surtout pour des étudiants en criminologie qui désirent aller plus en cybersécurité, cybercriminalité. Je pense que c'est toujours une bonne idée d'acquérir un certain background technique, là, même si c'est de base. Parce que c'est sûr qu'il y en a qui sont quand même bons à faire du réseautage. Là. Donc, je connais, il y a des personnes qui sont sans background technique, ils ont une poste en cybersécurité, mais c'est pas tout le temps le cas. Donc, je pense que c'est une bonne idée d'aller chercher une certaine base technique. C'est quelque chose qui est très demandé. Quand je regarde les postes là, dans le secteur privé, souvent ils vont demander un certain background technique. Donc, s'intéresser sur les certificats standardisés. Moi, le premier que je pense, c'est CompTIA. Mais encore une fois, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de certificats que ça coûte très cher. Et souvent, ces certificats-là, c'est les organisations pour lesquelles tu travailles qui vont les payer. Là. Donc, il ne faut pas les verser non plus 8 000 $ sur quelque chose. Là, mais comme TIA, c'est très débutant, donc à la limite, ça. Là, mais encore une fois, il faut faire plus de recherches avant de se jeter là-dessus aussi. Parfait, bah merci beaucoup pour tes conseils. Merci beaucoup aussi d'avoir été présent et d'avoir répondu à toutes ces questions. Oui, pas de quoi, ça fait plaisir. Merci de nous avoir suivis pour ce numéro des entretiens criminaux. Pour en savoir plus sur Trajan, je vous mets en description son profil LinkedIn ainsi que le lien vers son mémoire. Si vous aimez le contenu de cette émission, n'hésitez pas à laisser un like. Nous sommes à votre écoute, alors écrivez-nous vos suggestions en commentaire. Enfin, si le concept de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour davantage d'entretiens. À très vite pour de nouvelles rencontres sur les entretiens de l'UDEM.